Voilà, donc c'est le cas d'une patiente qui est âgée de 54 ans, qui n'a pas d'antécédent pathologique, chez qui on retrouve une notion de comptage tuberculeux chez la sœur et à 6 ans, non tabagique, aucune exposition professionnelle particulière, qui rapporte que depuis quinzaine de jours, une toux productive et une fièvre non chiffrée, avec une altération générale. Elle rapporte une dyspnée d'effort d'installation récente, une sécheresse buccale. Elle n'avait pas rapporté d'hypoptysie ni de douleur thoracique. L'examen retrouve une patiente fébrile à 38 degrés, eupnéique, elle n'avait pas d'aral en auscultation, un bon état hémodynamique avec l'examen une adénopathie cervicale gauche infracentimétrique, elle n'avait pas de viscéromégalie. La radiographie thoracique retrouve cette opacité. Donc c'est une opacité paracardiaque, une basale droite. Voilà. Vous voyez donc cette image triangulaire ici et qu'on retrouve au niveau de la base également. Donc on a fait une numération formée qui retrouve une hyperleucocytose à 11 500, une hémoglobine à 11 grammes, une CRP à 65 élevée, une VS à 80. La recherche de bacilles alcoolorésistants elle est négative à l'examen direct et le traitement également elle est négatif. On a fait une échographie cervicale qui retrouve une infiltration nodulaire des glandes sous-mandibulaires, hyparotides, avec une adénopathie cervicale jugulo-carotidienne et sous-angulo-maxillaire gauche. La patiente a été mise sous traitement antibiotique pour cette opacité qu'elle avait, sous amoxicilline ainsi que la vilanique à la dose de 3 grammes par jour. L'évolution a été bonne à la diapyrexique par la suite, sauf que avec une régression de la CRP et du taux du globule blanc. Sauf que le nettoyage a été partiel à la radiographie thoracique. Donc elle avait gardé cette image rétractile au niveau de la base droite. Et quand on regarde bien, elle a également des îles qui sont un petit peu accentuées, que ce soit de droite à gauche, avec un comblement de la fenêtre aorticopulmonaire. Donc ce qui nous a amené à demander un scanner thoracique. Alors le scanner retrouve cette opacité alvéolaire ici, et également il retrouve voilà, cette opacité triangulaire. Et il retrouve des adénopathies, quelques adénopathies médiastinales. Là et là. Également ici. Et ici, adénopathie à ce niveau-là. Sous-carénaire, un paquet de ganglions. Et on retrouve également des adénopathies hilaires, ces adénopathies-là, et d'autres à ce niveau-là. Donc, devant ce tableau, quel est le diagnostic le plus probable par rapport à vous? Alors, on évoque 1, lymphome, 2, tuberculose pulmonaire avec atteinte ganglionnaire, le cancer bronchopulmonaire, sarcoïdose médiastino-pulmonaire, granulomatose non sarcoïdosique, ou bien autre, si vous avez d'autres choses. Alors, on lance la discussion. Étienne, alors? Écoute, moi, si tu me demandes mon avis, moi je répondrai, il y a 2 diagnostics que je retiendrai. Les diagnostics que j'éliminerai, je ne retiendrai pas la sarcoïdose en premier lieu parce qu'il y a des signes d'une altération de l'état général, et puis les formes, il y a des adénopathies, mais les formes avec atteinte bronchique sont tout de même pas fréquentes. Donc je retiendrai la tuberculose pulmonaire. On aurait dû trouver des BK. Hein. Donc je retiendrai le lymphome et peut-être en premier lieu le cancer bronchopulmonaire. D'accord. Voilà. Bamako, vous avez une idée? Vous nous entendez? Bon, pas d'autres participants? Si, oui. La tuberculose peut-être moins, mais on peut quand même chercher plus loin. Tant qu'on n'aura pas fait la fibro, on ne va pas la rejeter facilement.
D'accord. Oui, oui, vous avez raison. Oui, oui. D'accord. Donc, nous, au début, on avait évoqué le diagnostic de sarcoïdose médiastinopulmonaire. Parce qu'en fait, pour le lymphome, c'est vrai que le diagnostic de lymphome, c'est un diagnostic à écarter, c'est un diagnostic qui peut être probable, mais il n'est pas moins probable parce que l'état général n'est pas tellement altéré pour elle au début, mais après avoir pris des antibiotiques, l'état général s'est amélioré. Donc, mais ça reste quand même un diagnostic à éliminer. Donc, la tuberculose pulmonaire, elle avait une sœur qui était tuberculeuse, qui a eu il y a 6 ans, sauf que pour elle, on a la recherche de BK est négative, il n'y a pas de lésion de tuberculose, sauf que c'est vrai qu'elle avait gardé des images alvéolaires au niveau du scanner qui pourraient correspondre à une tuberculose sous forme pneumonique. Le cancer, il n'y a pas d'image hypocatrice de cancer. La granulomatose non sarcoïdésique, bon ça il faudra faire des prélèvements et voir. Elle a une adénopathie susclaviculaire, donc nous, devant l'état général, nous on avait au début évoqué ce diagnostic. Donc, quels sont les examens que vous préconisez en première attention devant cette observation? Est-ce qu'il faudra faire une fibroscopie bronchique avec des biopsies transbronchiques? Il faudra faire une biopsie transpariétale sur repérage. Il faudra faire une biopsie de l'adénopathie cervicale. Est-ce que c'est suffisant? Plus ou moins la biopsie labiale, parce qu'elle a quand même une infiltration des glandes sous-maxillaires et parotides. Est-ce qu'il faudra faire une fibroscopie bronchique avec un lavage broncho-alvéolaire, plus ou moins des biopsies bronchiques étagées? Rechercher les décardes liquides bronchiques. Les biopsies sous une diastinoscopie. Quel est l'examen, en fait, parmi ces examens qu'il faudra indiquer en première intention? Entre la biopsie transbronchique, sous la diastino, la fibre avec lavage. Biopsie de la biopsie de la tout le temps, c'est allumé. On précise bien, c'est le... En premier lieu, on va faire la biopsie de l'adénoplasie cervicale. D'accord. D'autres propositions? Moi, je dirais... C'est l'examen invasif. Oui, mais par ailleurs, on sait qu'il y a vraisemblablement des signes endobronchiques, puisqu'il y a tout de même une condensation. Et en tant que pneumologue, moi, je choisirais la fibroscopie bronchique en premier lieu. Peut-être pas avec biopsie transbronchique, mais de manière à faire vérifier si la bronche n'est pas obstruée et faire des biopsies s'il y a quelque chose à biopsier. D'accord, ça a été également... Mais ça se discute. Hein. Oui, tout à fait. Donc, voilà, en fait, nous, on avait évoqué pratiquement la même chose que vous, Étienne. Donc, on avait une opacité alvéolaire persistante au niveau du scanner. Donc, qui pourrait correspondre soit à une tuberculose, soit à autre chose. Donc, il faut quand même faire la fibro, faire des lavages et faire une biopsie, enfin, faire des recherches, surtout la recherche de BK dans le liquide bronchique du moment qu'il est négatif à l'examen direct et faire des cultures. Donc là, c'est vrai que si on n'avait pas ces images au niveau du scanner, on aurait fait une biopsie de l'adénopathie cervicale. Sauf qu'on a déjà un signe d'appel pulmonaire. Et comme tu l'as bien dit, nous, pneumologues, on commencerait par une fibroscopie bronchique et probablement qu'on fera la biopsie, mais ce sera en deuxième position. Donc, je termine, je poursuis. Donc, en fait, chez notre patiente, la fibroscopie bronchique a été faite, elle était normale. On a fait également les biopsies bronchiques qui retrouvent une muqueuse inflammatoire. On a terminé par un lavage broncho-alvéolaire qui quand même était un peu surprenant parce qu'on n'avait pas des images interstitielles chez cette malade-là. On avait quand même une hypercellularité à 310 000. On avait une lymphocytose élevée à 46% dans le lavage, avec un rapport CD4 sur CD8 à 3,2. Elle avait un taux de PNL à 8% et un taux de PN des eosinophiles à 3%. La recherche de BK a été faite, elle était négative. Donc, en fait, on a retrouvé une alvéolite lymphocytaire retrouvée, mais qui n'avait pas de manifestation radiologique concomitante. Donc, faut-il faire une confirmation histologique? C'est-à-dire que là, on a fait la fibro, on a fait une biopsie bronchique, on a fait, est-ce qu'il faudra
Est-ce qu'on peut s'arrêter là et dire que c'est probablement une sarcoïdose et que ça ne sert à rien de compléter le bilan pour rechercher autre chose? Est-ce que c'est les éléments qu'on a sont suffisants pour retenir ce diagnostic? Qui veut répondre? Nous allons dire que ces éléments, ces arguments ne sont pas suffisants pour la confirmation. Je pense qu'il faut passer à la biopsie. Il faut la confirmation histologique pour s'arrêter. D'accord. Est-ce qu'il Il faudra faire la biopsie de l'adénopathie susclaviculaire qui est infracentimétrique ou bien aller faire d'autres biopsies dans d'autres sites? Qu'est-ce que vous préconisez comme examen? Oui, je pense que comme il y a la sécheresse buccale, ouais. Et je pense que la biopsie des ganglions 1, des glandes salivaires serait beaucoup plus contributif que l'adénopathie qui est là. Parce que la malade a déjà une sécheresse buccale avec des signes d'appel au niveau de la langue et des glandes maxillaires, tout à fait. Donc, d'après vous, il faut ou non une confirmation? Donc, je peux résumer qu'il faut une confirmation. D'accord. Donc là, on va compléter. Alors, on a fait une biopsie labiale chez la dame. On a trouvé une cyalandinite lymphocytaire grade 3, bon, qui ne veut pas, elle est non spécifique. On a également fait des biopsies sous médiastinoscopie. On a plutôt préféré faire directement la médiastinoscopie parce que la dénopathie susclave, elle est infracentimétrique, bon, elle est petite de taille. Donc, autant faire la médiastinoscopie. Le diagnostic qui nous hantait surtout, c'était le lymphome pulmonaire. Parce qu'en fait, la sarcoïdose, ça se donne surtout des adénopathies hilaires, mais c'est pas habituel d'avoir des adénopathies sous-carénaires et précarénaires dans la sarcoïdose. Donc, on a fait la biopsie sous médiastinoscopie qui retrouve des granulomes épithéloïdes à cellules géantes sans nécrose caséeuse, qui, dans ce cas particulier, évoquerait également la sarcoïdose. C'est un élément en plus qui évoquerait la sarcoïdose. Maintenant, devant une sarcoïdose, il y a des critères qui sont diagnostiques. D'abord, soit il s'agit d'une présentation épidémiologique, clinique et radiologique et biologique évocatrice ou bien compatible, soit parce qu'on a mis en évidence, comme dans le cas particulier, des lésions granulomateuses sans nécrose caseuse au sein d'une localisation significative qui sont les adénopathies médiastinales, et il faut également exclure toute autre maladie granulomateuse susceptible de donner une présentation similaire. C'est le cas de la tuberculose. Bon, en général, c'est avec atteinte caséeuse, mais les autres diagnostics, l'histoplasmose et la périliose. Donc, c'est les critères diagnostiques. D'abord, il faut avoir la symptomatologie clinique, radiologique et biologique évocatrice. Donc, et deux, mettre en évidence la granulomatose, et puis après, être sûr que c'est une granulomatose qui n'évoquerait pas autre granulomatose. Maintenant, le diagnostic peut être retenu sans recours à la biopsie. C'est-à-dire, on pourra, chez certains patients, en évoquant sarcoïdose, ne pas être amené à faire, comme on a fait nous, la biopsie des adénopathies médiastinales. Donc, on peut retenir le diagnostic quand les patients sont asymptomatiques, avec présence d'adénopathie hilaire bilatérale. C'est le cas classique de la sarcoïdose. On peut retenir la sarcoïdose quand on a un syndrome de Löfgren, qui associe des adénopathies hilaires bilatérales, un érythème noueux, une fièvre et des arthralgies. Ou bien dans le syndrome de Hirschfeld, qui associe une uvéite, une parotidite et une fièvre. Donc si elle avait une uvéite, cette dame-là, on aurait pu retenir sans avoir à faire la biopsie des adénopathies médiastinales. Ou bien, quand on va faire la scintigraphie au gallium, on retrouve un aspect, ce qu'on appelle aspect panda et lambda à la scintigraphie. Donc c'est une hyperfixation des hyperfixation ophtalmique et lacrymale et parotidienne. Donc c'est l'aspect panda. Ou bien lambda, c'est la fixation des adénopathies hilaires, enfin paratrachiales et hilaires. Donc c'est ça ce qu'on retrouve à la scintigraphie au gallium. Maintenant, quand on est devant un tableau radioclinique évocateur, soit que le radio n'est pas typique, le tableau n'est pas typique dans ce cas,
c'est un diagnostic clinique, c'est un diagnostic clinique plutôt typique, c'est pas la peine de faire la biopsie. Soit que le diagnostic n'est pas suggestif, donc il faut rechercher autre chose. Soit qu'il est suggestif, donc il faudra faire la biopsie. Si la biopsie ne trouve pas de granulome, c'est pas une sarcoïdose. Si on trouve une inflammation granulomatose, il faut exclure toutes les autres causes de granulomatose. Quand elles sont exclues, il faudra rechercher une atteinte d'un autre organe en dehors du poumon. S'il n'y a pas d'autre organe, dans ce cas, c'est probablement une granulomatose idiopathique touchant un seul organe. Quand il y a une atteinte d'autres organes multisystémiques, dans ce cas, il faudra exclure, dans ce cas-ci, s'il n'y a pas d'atteinte multisystémique, donc c'est une autre granulomatose autre que la sarcoïdose, ou bien sinon ce serait une sarcoïdose très probable. Maintenant, en l'absence d'atteinte thoracique, il faut rechercher une lésion évidente ou adénopathie périphérique et biopsie dans le cas particulier, sauf que chez cette patiente, l'adénopathie n'est pas significative pour être biopsiée. Maintenant, les rendements diagnostiques des examens à faire. Donc, la biopsie transbronchique, c'est vrai qu'actuellement, elle est intéressante à faire. Le rendement est de 60 à 97%. La biopsie bronchique, c'est 30%. Le lavage, dans le cas particulier, il est spécifique et il a de sensibilité basse. La cytoponction transbronchique, est actuellement, quand on a la possibilité de la faire, elle peut par exemple nous éviter de faire la médiastinoscopie. Mais bon, la médiastinoscopie, dans les cas où on n'a pas d'endoscopie interventionnelle, reste toujours le gold standard. Chez notre patiente, en fait, en revenant à la patiente, les autres granulomatoses ont été éliminées, la tuberculose. Donc, il n'y a pas d'exposition professionnelle qui vous crée une borréliose, de prise médicamenteuse ou de déficit immunitaire particulier. Donc, on avait retenu chez cette patiente le diagnostic de sarcoïdose. Maintenant, quel est l'examen dans le bilan d'extension à demander de manière systématique? Est-ce qu'il faudra faire une calcémie, calciurie, électrophorèse, bilan hépatique, un bilan rénal, l'angine de conversion de l'angiotensine, un électrocardiogramme, une spirométrie, ou sinon d'autres examens? Qu'est-ce que vous pensez? La parole est à vous. Oui, nous sommes là. Oui. En première intention, une calcémie, calciurie, un ECG et l'EFR. En fait, c'est pas les examens à demander en première intention, mais c'est le bilan à demander de façon systématique devant une patiente chez qui on a évoqué ou retenu le diagnostic de sarcoïdose. Donc calcémie, calciurie, le bilan rénal, l'ECA, l'ECG et l'EFR. D'accord. Les bilans C'est hépatiques. obligatoire devant la sarcoïdose. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Oui, moi je suis d'accord. Le CA, je ne sais pas si c'est vraiment... c'est un examen que l'on a fait beaucoup et qu'on fait moins maintenant parce que finalement on ne sait pas trop quoi en faire. Si c'est normal, ça n'a pas de signification. Si c'est élevé, c'est vrai qu'on peut suivre l'évolution de l'ECA, mais en pratique, je dois dire que ça ne nous paraît pas très très utile. Enfin... Voilà, en fait, oui. Excusez-moi, toujours dans le même ordre d'idée, si on devrait utiliser comme élément de suivi évolutif entre le CA et la calcémie, qu'est-ce qui est plus préférable? La calcémie, c'est plutôt la calcémie, la calciurie. Mais là, en fait, quand on va... En fait, là, on est devant une sarcoïdose pulmonaire. Le but du bilan d'extension... Qu'est-ce qui est plus important pour le suivi? Parce que vous avez dit tout à l'heure que le CA pouvait être simplement utile dans le suivi. C'est pour savoir le degré d'activité de la sarcoïdose. C'est pour suivre le... Oui. Mais en fait, la calcémie, c'est pour rechercher une atteinte rénale, parce qu'il y a un risque quand même. Voilà. Les complications qui peuvent survenir en rapport avec la calcémie. Donc en fait là, on est en train de demander quel est le bilan d'extension à demander devant chaque patiente qui présente une sarcoïdose pulmonaire, et ce à la recherche d'une localisation qui pourrait toucher d'autres organes. En fait, d'après le dernier statement de l'ERS-ATS, il faut demander tous ces examens-là.
tous les examens, il faudra les demander dans le bilan systématique de la sarcoïdose. Voilà, en fait, pour résumer, d'après le dernier guideline qui est sorti en 99 et depuis, on n'a pas eu de recommandation. Donc, il faut demander devant un patient suspect de sarcoïdose, chez qui on a retenu une sarcoïdose pulmonaire par exemple, énumération de fourmis sanguines, l'immunoélectrophorèse, un bilan rénal, calcémie et calciurie de 24 heures, un bilan hépatique complet avec électrophorèse des protides, un bilan fonctionnel respiratoire de préférence complet, la CPT, des LCO avec les gazométries sanguines, l'intradermoréaction, un électrocardiogramme et un examen ophtalmologique. Maintenant, la place des autres explorations dans le bilan, l'échographie abdominale pour rechercher une atteinte abdominale, hépatique, l'échographie cardiaque également pour rechercher une atteinte myocardique, la scintigraphie au gallium, l'examen ophtalmo, rechercher, éliminer une uvéite associée, une atteinte oculaire, un PET scan surtout pour voir s'il y a d'autres ganglions qu'on n'a pas vus ou adénopathie profonde, le scanner, l'IRM cérébral. Oui, aussi cardiaque. Donc, l'IRM cardiaque. En l'absence de site à biopsier maintenant, vous avez, ou en cas d'atteinte d'un seul organe, on peut s'aider de la scintigraphie au gallium qui va retrouver une hyperfixation qu'on a vue tout à l'heure, aspect lambda et panda. On peut faire un PET scan IRM également utile pour identifier la localisation latente, parce qu'on peut avoir une atteinte cardiaque et cérébrale latente, mais qu'on peut retrouver au PET scan et à l'IRM cardiaque. L'enzyme de conversion de l'angiotensine, on y revient, c'est un examen qui est peu sensible et spécifique, et il n'est pas corrélé à la sévérité de la maladie, mais qui est utile pour le suivi de la maladie. Maintenant, chez notre patiente, on a fait un enzyme de conversion qui est élevé à 193. Elle avait une calcémie normale avec un quantifiant négatif. Le bilan rénal et hépatique sont corrects. L'examen ophtalmo n'a pas retrouvé d'uvéite. Elle avait une pâleur papillaire avec un remaniement maculaire bilatéral, mais qui n'était pas non spécifique en rapport avec la maladie. Le CG est normal, l'échographie cardiaque était normale, l'échographie abdominale également était normale. Alors maintenant, la question qu'on va poser, quel bilan fonctionnel respiratoire il faudra demander? Faut-il demander une spirométrie simple, est-ce que c'est largement suffisant? Spirométrie complète avec une CPT, volume résiduel et tout. La DLCO, une gazométrie sanguine, un test de marche de 6 minutes. Faut-il demander une épreuve d'effort ou bien il faut demander tous ces examens-là? Alors, vous avez une proposition? Voilà, donc il faut poser une spirométrie simple, la DLCO et les gaz du sang. Donc, spirométrie simple, DLCO et gaz du sang. Oui? D'autres propositions? Le seul problème, c'est qu'au départ, il y avait des images parenchymateuses. Vous en avez fait quoi? Une pneumopathie chez une patiente qui a une sarcoïdose? Ouais. Donc au début c'était vraiment une pneumopathie, mais en fait c'était probablement secondaire à une peut-être c'est une atteinte parenchymateuse ou bien c'est probablement en rapport avec une pneumopathie qui a gardé une séquelle. Mais le problème c'est quand on a fait le lavage, on a découvert qu'elle avait une alvéolite qui était infraclinique. En fait, le problème, c'est surtout l'atteinte interstitielle qu'on ne voit pas bien sur le scanner, mais elle avait quand même une alvéolite qui était active et qu'il fallait prendre en considération. L'atteinte, le trouble de la ventilation qu'elle avait ne posait pas autant de problèmes que l'atteinte de l'alvéolite retrouvée au lavage. Oui, non, si je pose cette question, c'est parce que la surveillance habituelle, c'est une spirométrie avec DLCO. Reste à savoir si l'examen initial est fiable ou pas devant le tableau. D'accord. Si elle a en plus une pneumopathie, mais tu as expliqué en que fait, c'était pas un tableau de pneumopathie évident. Ouais. En fait, avec l'évolution, Tienne, la radiographie s'est quand même nettoyée, mais elle avait gardé une image séquelaire en fait. Elle n'avait pas gardé cette opacité qu'on voyait en fait. Sur les radios ultérieures, elle avait juste une image rétractile séquelaire qu'elle garde toujours jusqu'à maintenant.
Donc, pour répondre à cette question-là, nous, on avait demandé une spirométrie complète avec la capacité pulmonaire totale, parce que la dame, elle avait quand même une alvéolite, quand même retrouvée au lavage. Donc, au moins pour avoir un bilan fonctionnel de départ, pouvoir suivre par la suite. La DLCO, bien sûr, pour évaluer le retentissement. Une gazométrie sanguine également. Un test de marche de 6 minutes. L'épreuve d'effort, je ne vois pas l'indication. Et puis, la spirométrie simple, le problème, c'est qu'on ne peut pas explorer les volumes non mobilisables avec la spirométrie simple, qui sont quand même importants pour apprécier la restriction. Donc, si notre patiente, elle a fait quand même la spirométrie, qui retrouve capacité vitale basse, à 64% de la valeur prédite. Le VMS était à 80%, 1,83 litre. Rapport de Tifton à 89%. La gazométrie au repos, il n'y avait pas d'hypoxie, elle avait une normocapnie, elle avait un test de marche qui était normal. Donc, la capacité pulmonaire totale était basse, on a oublié de la mettre, mais elle était basse. Donc, au total, c'est une sarcoïdose médiastinopulmonaire symptomatique. Le symptomatique chez la dyspnée, c'est une patiente avec un retentissement quand même à la spirométrie. Donc, maintenant, la question qu'il va poser, quel est le traitement qu'on va préconiser chez cette dame-là en première intention? Est-ce qu'on peut se contenter d'une corticothérapie inhalée? Faut-il donner une corticothérapie systémique? Faut-il associer cette corticothérapie systémique à un traitement antituberculeux tout en sachant les antécédents de tuberculose et l'endémie du pays? La corticothérapie systémique, faut-il l'associer à une chimioprophylaxie antituberculeuse? Les antipaludéens de synthèse, est-ce qu'ils sont indiqués à ce stade-là? Y a-t-il d'indication pour l'inhibiteur de TNF-alpha, type infliximab, ou bien aux méthodes Rexate? Nous allons traiter cette patiente avec la corticothérapie systémique. Oui. Donc, corticothérapie systémique. D'accord aussi. D'accord. Oui, je lui donnerai une corticothérapie systémique. Le problème, ce qui se pose, c'est de savoir s'il faut donner une chimioprophylaxie antituberculeuse. Alors, elle a une intradermo négative, mais on ne sait pas elle a un quantifiant négatif également, Étienne. Et puis, bon, la tuberculose, elle était la tuberculose chez la sœur, qui remonte à 6 ans, mais la patiente n'a pas vraiment de signe d'impression tuberculeuse, donc ça ne nous inquiète pas. Elle n'a pas d'adénopathie calcifiée sur le scanner, évocatrice d'une atteinte ancienne ou bien des séquelles de tuberculose. Donc, nous, on avait retenu, comme vous l'aviez bien dit, une corticothérapie systémique tout simplement. Donc là, on va développer. Donc, il y a toujours des questions qu'il faudra toujours se poser avant d'instaurer le traitement au cours de la sarcoïdose. D'abord, de savoir si le patient est symptomatique. Est-ce que les symptômes peuvent être contrôlés par une thérapeutique locale, comme la corticothérapie inhalée, ou bien les pommades dans les tuberculoses, ou bien le traitement local pour les sarcoïdoses ophtalmiques et cutanées également. Est-ce qu'il y a une atteinte d'organes vitaux? Le patient présente-t-il une forme chronique de la maladie? Et existe-t-il des contre-indications au traitement? Donc, c'est les 5 questions qui vont conditionner notre indication au traitement qu'on va donner. Maintenant, les indications formelles à un traitement par corticothérapie générale dans les formes extrapulmonaires. Donc là, on ne parle pas de l'atteinte pulmonaire. Donc, la corticothérapie systémique est indiquée systématiquement quand il y a une atteinte du système nerveux central ou hypothalamo-hypophysaire, quand il y a une atteinte cardiaque symptomatique, quand il y a une atteinte rénale, quand il y a une atteinte rhino-sinusienne, quand il y a une atteinte oculaire qui ne répond pas au traitement local, quand il y a une atteinte laryngée, devant une hypercalcémie sévère, devant une anémie avec une thrombopénie auto-immune. Donc, et ça, selon la recommandation qui est sortie dans la revue de médecine interne de 2011 concernant le traitement de la sarcoïdose. Donc ça concerne les formes extrapulmonaires de la sarcoïdose. Maintenant, dans les formes pulmonaires, la corticothérapie systémique, donc, les règles, c'est de ne pas traiter les patients, ne traiter que les patients symptomatiques. Donc la patiente a quand même une dyspnée. N'envisager le traitement que devant l'association de symptômes respiratoires, dyspnée, anomalie radiologique parenchymateuse
qu'on a, au niveau du... Enfin, là, on a retrouvé surtout au niveau du lavage. Anomalies fonctionnelles respiratoires significatives retrouvées au niveau de la spirométrie. Eh bien, il faudra également discuter certains cas particuliers contenant un trouble ventilatoire obstructif sévère avec une atteinte d'une sarcoïdose avec forme obstructive, ou bien dans la sarcoïdose qui s'associe à une hypertension artérielle pulmonaire. On peut également, face à des symptômes minimes, ne pas donner cette corticothérapie systémique et réévaluer tous les 3-4 mois et traiter si aggravation. Maintenant, la règle du traitement devant une sarcoïdose. Donc, là, chez les patients qui sont asymptomatiques, ce n'est pas la peine, il faudra juste suivre avec la spirométrie. Les malades qui ont des symptômes minimes, exemple la toux, on peut démarrer par le traitement corticothérapie inhalée. S'il n'y a pas de réponse, on peut prescrire les corticoïdes par voie orale. Maintenant, si la sarcoïdose avec une atteinte modérée, donc ça se fait quand on a des lésions radiologiques qui dépassent le stade 2, ou bien quand on a des valeurs spirométriques qui sont anormaux, avec une dyspnée. Dans ce cas, si on a un seul de ces signes-là, il faudra donner des corticoïdes et suivre pendant 3 mois, minimum de 3 mois. Maintenant, si on a 2 signes de cela, il faudra démarrer une corticothérapie par le prednisone 20-40 mg tous les jours et dégraisser au bout de 3-6 mois. Après, il faut se poser la question de garder une corticothérapie à faible durée, soit inférieure à 10 mg de prednisone par jour, ou bien supérieure à 10 mg quand il y a apparition de toxicité. Enfin, voilà. Si on est bien avec une dose inférieure à 10 mg de prednisone, on va continuer le traitement par le prednisone. Si cette dose-là n'est pas efficace, on a besoin de plus de 10 mg, ou bien parce qu'il y a une toxicité avec les corticoïdes, dans ce cas, on va rajouter les drogues cytotoxiques. S'il n'y a pas, comme le méthotrexate, s'il n'y a pas d'amélioration, là, il faudra introduire la thérapie anti-TNF, le traitement anti-TNF, infliximab. Voilà. Donc, c'est 3 à 6 mois, 3 mois, 3 à 6 mois. Il faut le garder pendant... Très bien. Voilà. Minimum de 1 an de traitement. Minimum de 1 an. Voilà, Étienne, on a fini. Oui, alors, il y a quand même quelques questions qui se posent encore à propos de ce cas. Oui. Mais avant, s'il vous plaît, il y a Dakar, Bamako, qui est arrivé depuis? Qui est là? Dakar, la Côte d'Ivoire. Abidjan, et puis le quatrième, il y a un quatrième écran aussi. C'est Kinshasa ou Conakry? C'est Abidjan, je crois. Ah oui, c'est Dakar, Abidjan et Bamako, oui, oui. Non, le quatrième écran, c'est Yves. C'est pas Kinshasa. Non, mais il y a une question sur laquelle je voudrais revenir. Oui. Parce que je trouvais que initialement, votre malade était tout de même assez inquiétante. Elle avait une adénopathie circulaire, ce qui n'est pas habituel. Elle était petite, mais ce n'est pas habituel dans une sarcoïdose. Elle était quand même symptomatique, elle avait de la fièvre, etc. Je trouvais que son tableau était quand même assez inquiétant. Et vous avez fait, à juste titre, une médiastinoscopie une fois que vous avez fait la fibroscopie bronchique et qu'elle n'a rien révélé. Alors, vous avez certainement fait le bon choix, mais la question qui se pose est la suivante. Vous avez fait une médiastinoscopie qui a permis de trouver des cellules géantes, des follicules giganto-épithélioïdes. On sait que le diagnostic de sarcoïdose, c'est un diagnostic qu'on peut dire d'exception, puisqu'on ne peut jamais l'affirmer. Voilà. Certes, il y a une biopsie, mais on trouve des cellules géantes et des follicules dans des granulomes inflammatoires de toutes sortes. Est-ce que l'on peut affirmer qu'il s'agit véritablement d'une sarcoïdose quand on a biopsié un ganglion inflammatoire avec cellules géantes? Alors, il y a une réponse à cela. Moi, j'avais fait de la littérature il y a 2 ans à peu près. Il y avait une étude nord-américaine qui venait de, je ne sais plus très bien d'où, sur à peu près 200 médiastinoscopies
où ils avaient trouvé ils avaient fait des médiastinoscopies pour une suspicion de cancer ou de lymphome, ce qui est l'habitude, et ils avaient trouvé des follicules hématoépithélioïdes, des cellules géantes, et ils s'étaient contentés de ce diagnostic, mais après, ils surveillaient de très près en disant on va voir s'il apparaît pas autre chose. Et dans aucun cas, il n'est apparu secondairement un cancer. Parce qu'on sait très bien que malgré tout, on peut très bien avoir des granulomes inflammatoires qui entourent un cancer. Et quand on a une médiastinoscopie avec des prélèvements positifs comme ça, a priori, on peut s'en contenter et se dire le diagnostic est posé, c'est une sarcoïdose. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui, en fait, chez nous, la patiente, en fait, le tableau c'était compliqué parce qu'elle a fait une pneumopathie pour laquelle elle a été hospitalisée. Donc, elle a fait une pneumopathie infectieuse qui a expliqué le fait qu'elle avait un état général altéré. Donc, en fait, les choses sont rentrées dans l'ordre par la suite. C'est qu'elle a reçu un traitement par voie injectable, des antibiothérapes qui l'ont amélioré, qui a gardé cette image séquelaire par la suite. Et en fait, nous, le diagnostic, on l'avait posé juste après, quand on avait demandé le scanner, parce qu'elle avait gardé cette image périphérique, parce que sur la radiographie, les images hilaires n'étaient pas tellement évidentes pour retenir, pour retrouver les adénopathies hilaires et médiastinales. Donc c'était une découverte fortuite au scanner qu'on avait demandé. Et au début, quand on voit la radio, il n'y avait pas vraiment d'image très évocatrice de lymphome hilaire bilatéral. Mais l'altération générale, c'est vrai que tu as raison. Donc, ce n'est pas habituel dans la sarcoïdose, mais c'était l'altération générale avec une fièvre qui coïncidait avec la pneumopathie qu'elle avait, en fait. Ouais. Mais en fait, comme le diagnostic, c'est un diagnostic d'élimination, la sarcoïdose, on n'est jamais... donc, on avait retenu parce qu'elle était symptomatique, et puis on avait cette granulomateuse qui ne contenait pas de la nécrose caseuse au centre, et puis... on avait pas mal d'autres arguments. Elle avait la teinte labiale, elle avait la teinte parotidienne, donc elle avait l'alvéolite lymphocytaire, donc il y avait les granulomes retrouvés au niveau de la médiastinoscopie. Donc on a assez d'arguments, de faisceaux d'arguments pour retenir le diagnostic. Et bon, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on avait mis la patiente sous traitement corticoïde. L'évolution, elle était bonne sur le plan spirométrique et sur le plan radiologique. Donc, on est d'accord, Étienne. Évidemment, la médiastinoscopie a l'avantage d'éliminer surtout la pathologie tumorale. Donc, le fait de trouver un granulome, donc ça nous rassure déjà pour éliminer ce qui est tumoral. Puis, évidemment, c'est un diagnostic d'élimination. Il faut s'assurer par le reste du bilan qu'il n'y ait pas un autre point d'appel. Sinon, c'est l'évolution. C'est l'évolution, soit sous corticoïde, soit l'évolution spontanée avec des contrôles à 3 mois qui vont permettre de confirmer le diagnostic ou de redresser le diagnostic. Je pense que c'est l'attitude maintenant, c'est ce que tu viens de dire, toi, avec les résultats des médiastinoscopies. Alors, l'autre question que je me pose, et là je me tourne vers nos amis africains d'Abidjan, Dakar et Bamako, il y a plusieurs publications qui ont montré que La fréquence. on savait depuis longtemps que la sarcoïdose chez le noir américain était plus grave que chez le caucasien d'Amérique du Nord. Et il y a plusieurs publications, il y en a une notamment de nos amis de Bruxelles, où ils ont comparé des sarcoïdoses diagnostiquées dans 3 populations, des Belges caucasiens, disons, des Belges maghrébins et des Belges d'Afrique noire. Et ils montrent que la sarcoïdose, il y a des formes plus graves de sarcoïdose chez le noir africain qui vit à Bruxelles. Alors, est-ce que nos amis d'Abidjan, Dakar et Bamako sont confrontés à des formes graves de sarcoïdose? Avez-vous le sentiment que c'est plus fréquent chez vous que ce qu'on décrit habituellement? Qui veut répondre? D'accord, c'est vrai qu'on est confronté à pas mal de cas de sarcoïdose, mais de rares cas de forme grave diagnostiquée. Donc, on n'a pas l'impression que c'est beaucoup plus fréquent. Maintenant, étant donné que nous sommes dans un service de pneumo et que les signes de gravité sont des signes d'atteinte d'autres organes,
peut-être qu'ils atterrissent dans les autres services et que nous avons l'occasion de Est-ce que vous voyez des formes avec hypercalcémie ou hypercalciurie, par exemple? Est-ce que vous voyez des formes avec atteinte cardiaque? Non, pas particulièrement. Nous avons eu d'expérience, on n'en a jamais rencontré. Abidjan, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu pareil pour Abidjan également. Déjà, le diagnostic est hyper difficile à mettre en place. La plupart du temps, on fait des diagnostics avec des dosages de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Donc, ce sont ces éléments qui nous permettent de nous orienter et éventuellement d'établir des traitements sinanés. Sinon, c'est hyper difficile. On est un peu limité par les moyens techniques également pour pouvoir faire les dépistages. Est-ce que vous avez la possibilité de faire une médiastinoscopie à Dakar ou à Abidjan ou à Bamako? À Abidjan, depuis quelques années, quand même, la médiastinoscopie est impossible à réaliser. Le seul service qui le faisait, c'est un institut de chirurgie thoracique. Mais eux, ils ont aussi cette technique depuis quelques années, donc c'est hyper difficile à réaliser. C'est un examen qui est à faire en milieu chirurgical de toute façon. Donc vous n'en faites pas à Abidjan actuellement. Et à Dakar, vous faites des médiastinoscopies? À Dakar, on a un service de chirurgie thoracique qui est juste à côté, donc on a vraiment, l'examen est accessible sur le plan géographique. Maintenant, c'est l'accessibilité financière qui pose problème. Et là, j'en profite pour poser une question. C'est ce genre de malade où on est dans l'impossibilité d'aller jusqu'à la médiastinoscopie. Est-ce que le bilan calcique et le dosage de l'ECA ont toujours une valeur diagnostique? Le problème, c'est de passer à côté d'un lymphome, c'est ça le problème. Parce que l'aspect scanographique n'est pas habituel dans la sarcoïdose. Donc c'est pour ça que nous, on avait demandé une médiastinoscopie, parce que vous ne voulez pas, si cette dame qui est quand même âgée, passer à côté d'un lymphome. Le ganglion, oui, pour répondre un petit peu à la question, est-ce que la médiastinoscopie était indispensable? Le ganglion susclaviculaire, vous ne pouviez pas le biopsier, c'était vraiment trop petit? Trop petit, c'est un ganglion infracentimétrique, donc ça ne sert à rien de rester quand même à attendre l'examen à la patte, de faire... C'est quand même assez invasif, donc nous on s'est dit... On va quand même si l'examen nous répond que c'est une inflammation non spécifique, on aurait quand même perdu du temps avec la patiente. Donc, si on avait un ganglion de plus de 1 cm, on aurait pu quand même prendre le risque de faire la biopsie. Mais dans ce cas de figure, où on a une réaction inflammatoire à l'histologie, est-ce que le fait de doser le CA et la calcémie qui reviennent en faveur d'une sarcoïdose aide à retenir le diagnostic sans avoir recours à la médiastinoscopie? Le problème, c'est toujours d'éliminer les diagnostics autres que la sarcoïdose. Tout ce qui peut, les autres diagnostics. Donc, c'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire que si on n'avait pas cette atteinte ganglionnaire, médiastinale, sous-carénaire et précarénaire, on aurait pu se contenter de la symptomatologie qui est la dyspnée, de l'atteinte fonctionnelle respiratoire et de l'alvéolite lymphocytaire. Donc, c'était largement suffisant pour retirer le diagnostic. Sauf que nous, on avait une patiente avec état général altéré et on avait également des adénopathies qui ne sont pas classiques sur le plan présentation radiologique. Est-ce qu'on a le temps pour passer à notre cas clinique, mais simple? Alors, peut-être assez. Il nous reste 10-15 minutes à peu près. Vous avez le temps de le présenter? Oui, rapidement, oui. Parce que après, on va être coupé, on va avoir un problème. Non, on va le faire très rapidement. Vous avez vu? Vous avez l'écran? Vous voyez? Étienne? Est-ce que vous... Je ne sais pas pour l'instant, mais... À Dakar, on ne vous reçoit pas. On n'a pas l'écran à Dakar. Attends.
Et ça, maintenant, il faudra peut-être basculer dans les écrans pour le voir. Fenêtre suivante. Non, on ne reçoit pas. Non, moi non plus. Non plus. Idem pour Abidjan. Bon, on va voir. Bamako aussi ne reçoit pas. Donc, Cette année. là non plus. Vous l'avez? Vous l'avez? Non? Oui, c'est bon. C'est bon, d'accord, ok. Donc, c'est un patient âgé de 27 ans qui consulte pour un syndrome grippal avec une fièvre évoluant depuis 4 jours, sans amélioration par un traitement qu'il a pris en ambulatoire, Zinat et Fervex. Il avait des sécrétions purulentes et d'un maux de gorge. Il a été admis pour une fièvre persistante avec une suspicion de réaction allergique au Zinat. Le médecin qui l'a vu avait évoqué un œdème laryngé. L'examen à l'admission retrouve un patient fébrile à 39 degrés, polypnéique, qui n'avait pas de cyanose. La radiographie du thorax au départ était normale. Les globules blancs étaient élevés, les lymphocytes à 1000, l'hémoglobine à 11, une VS à 9, une CRP élevée à 108. Le patient a été mis sous traitement Levoflox, un flacon par jour. Le lendemain, aggravation clinique avec augmentation de la fièvre, 39 degrés 5, une polypnée avec un tirage. Le malade avait une saturation à 87% à l'air ambiant. L'examen a retrouvé des râles polymorphes essentiellement décrépitants et la radiographie thoracique trouve des opacités alvéolaires, floues, axillaires gauche et rétrocardiaque et paracardiaque droite. Le patient a été transféré au service de réanimation, mis sous oxygène, nébulisation, corticoïdes. L'échographie cardiaque était faite, elle est normale. La gazométrie trouvait une PaO2 à 65, une PaCO2 à 37, un pH à 7,36. Donc une hypoxie avec de capnie de limite de la normale. L'évolution a été marquée par une amélioration de la dyspnée. La température était à 38 degrés. La saturation sous oxygène se corrigeait. Mais sauf qu'on avait remarqué qu'il avait une hypotonie axiale, des troubles de l'élocution avec une faiblesse musculaire, une parésie des extrémités des membres inférieurs avec une apparition des réflexes en périphérie. Est-ce que vous avez un diagnostic? Étienne? Oui, non. Ce qui m'inquiète, c'est la faiblesse musculaire. Ouais. Avec une. Tu as dit, au niveau des extrémités, qu'est-ce qu'il y a? J'ai du mal à lire. Il avait une faiblesse musculaire, une parésie des extrémités. Les extrémités étaient faiblesse musculaire, avec des réflexes qui étaient abolis en périphérie. Donc je rappelle bien que le malade a un syndrome infectieux, une fièvre et une dyspnée d'apparition brutale, sans aucun signe de syndrome de détresse respiratoire aiguë ou autre en fait. Oui, la première idée, moi, ce serait, je chercherais à tout prix une maladie de système parce que ces signes neurologiques sont inquiétants, je trouve. D'accord. Voilà. Donc, on poursuit. On avait suspecté une polyradiculonévrite démélisante. Oui. Sensitivo-motrice aiguë, c'est le type de syndrome de Guillain-Barré. Parce que le malade avait des troubles de la déglutition, il n'arrivait pas à parler, il avait une abolition des réflexes au niveau des extrémités, avec une atteinte qui est plutôt centripète, enfin, c'est une aggravation au fil du temps, donc il avait une hypotonie axiale. Il n'arrivait pas à se mettre correctement assis quand on l'examinait, il avait une tendance à se coucher,
Et donc, on avait quand même suspecté tout ça parce que c'est une maladie auquel il faudra prévenir, enfin, prendre en charge le malade avant l'apparition de l'arrêt respiratoire. Parce que c'est une atteinte quand elle touche les muscles respiratoires. Donc là, elle va finir par avoir un arrêt respiratoire. Donc le malade a été, devant ces signes-là, transféré au service de réanimation, à l'Institut de neurologie. Il a été immédiatement intubé à l'admission. Et le diagnostic de la polyradiculonévrite a été confirmé à l'électromyogramme. Le malade a été mis sous... On continuait l'antibiothérapie par l'ivofloxacine parce qu'il avait des images alvéolaires bilatérales. Il a reçu une injection d'immunoglobuline pendant 5 jours. Il a été suivi avec 5 séances de plasmaphérèse. L'évolution a été favorable. Le malade a fait une hyperxie qui est stable, un nettoyage radiologique. Il avait repris sa force musculaire, mais il a mis quand même du temps pour ça. Et on avait quand même pu arriver à le sevrer de la ventilation et l'extuber au bout de 12 jours, moyennant une déglutition qui était efficace sans avoir des fausses routes. Le malade a été par la suite transféré du service de réanimation au service neurologique et a été mis quand même mi-sortant une semaine après, mais il avait quand même gardé une parésie résiduelle des membres supérieurs. Donc le syndrome de Guillain-Barré, habituellement, il survient après une infection virale. Le cas actuel, en général, c'est des infections, il y a toujours un facteur déclenchant, en général c'est des infections respiratoires ou digestives ou bien une vaccination. Les plus retrouvés, c'est Campylobacter jejuni de 4 à 66% des cas, cytomégalovirus dans 5 à 15% des cas, ou bien Epstein virus à 2 à 10%. Et quand même, on a retrouvé cette infection à Mycoplasma pneumoniae qui n'est pas fréquente, c'est une infection qui est retrouvée dans 1 à 5% des cas. Donc en fait, c'était un Guillain-Barré qui compliquait une pneumopathie à Mycoplasma pneumoniae. Ça a été retrouvé quand même dans la littérature, il y a pas mal de papiers qui sont sortis qui ont fait le lien entre le syndrome de Guillain-Barré, les infections influenza, également certains cas rapportés avec les pneumopathies allégionnelles. Et donc, c'est des cas qui vont à évoquer dans ce tableau associant une fièvre élevée, une hyperleucocytose avec des opacités alvéolaires bilatérales. Donc, sur le plan clinique, le syndrome de Guillain-Barré, c'est une phase d'extension des paralysies dans le cas particulier qui est de moins de 4 semaines, souvent à quelques jours. C'est des manifestations sensitivo-motrices progressives et des myalgies. Le pronostic est conditionné par l'atteinte bulbaire et l'atteinte des muscles respiratoires. Par la suite suit une phase de plateau dans laquelle il y a une atteinte du système nerveux végétatif c'est là qui peut être la source de décès des patients parce que peuvent faire des hypotensions orthostatiques, qui peuvent faire une tachycardie extrême. Donc ça c'est la phase de plateau. Et après c'est la phase de récupération qui pourrait durer des mois. Les malades peuvent garder des parésies qui peuvent garder ou bien qui vont rester et ils vont avoir des séquelles neurologiques par la suite. Donc le transfert en réanimation est indiqué quand il y a des troubles de la déglutition, dans le cas particulier de ce malade, quand il y a des difficultés respiratoires, quand il y a également des troubles végétatifs, qui sont les modifications du rythme cardiaque ou des chiffres tensionnels. Le traitement, c'est un traitement immunomodulateur, des échanges plasmatiques, plasmaphérèse, des immunoglobulines IV qui sont injectées tous les jours, et avec ou non une corticothérapie. Voilà, on a terminé. Étienne? C'est une belle observation. Alors moi, je suis totalement ignare dans ce domaine. Comment peut-on faire le lien entre l'infection à mycoplasme et le Guillain-Barré? Parce que l'infection à mycoplasme est quand même assez fréquente. En général, il faudra demander de la sérologie. Ah, le lien entre les deux. Ça a été rapporté, mais... Oui, je veux dire, est-ce que c'est pas fortuit le fait de trouver une sérologie à mycoplasme mais en même temps un Guillain-Barré? En fait, il n'y a pas vraiment de la littérature, elle n'est pas abondante dans ce thème. Il y a des observations qui ont été rapportées, parce qu'en fait, les anticorps qui sont retrouvés, les anticorps qui sont dirigés contre Mycoplasma pneumoniae, présentent les mêmes similarités contre le tissu de la substance blanche qui entraîne la démobilisation. Donc, c'est cet rapprochement entre
la particularité antigénique des deux fait que les anticorps sont plutôt dirigés vers le système nerveux central, ce qui explique cette atteinte démyélisante progressive et qui peut expliquer le Guillain-Barré par la suite. D'accord. Avez-vous une question? Oui, Dakar a une question. Oui. Alors, lors du développement de l'exposé, on a vu que la polypnée et les opacités alvéolaires rétrocardiaques étaient avant et que c'est après qu'il y avait une hypotonie axiale. Or, si mes souvenirs sont exacts, dans le Guillain-Barré, il s'agit plutôt d'une paralysie qui est plutôt ascendante. Donc, il commence des membres inférieurs qui remonte vers le sommet et qui peut effectivement, comme vous avez dit, atteindre les centres respiratoires. Or, on a vu, quand on a écouté l'exposé, que les centres respiratoires précédaient l'hypotonie axiale que l'on retrouve dans le Guillain-Barré, effectivement. Comment expliquer ça? Est-ce que cette polypnée était liée au Guillain-Barré ou cette polypnée est liée plutôt à cette pneumopathie à mycoplasme que vous avez trouvée? En fait, la polypnée était expliquée par la pneumopathie qu'il avait. Le malade avait quand même des signes avant d'être admis à l'hôpital. Il avait des maux de gorge au début qui remontaient à 2 jours avant qu'il soit hospitalisé. En fait, il commençait à avoir des problèmes au niveau de la gorge et c'était là où il commençait à avoir des atteintes musculaires. Il avait quand même un trouble de la marche, mais qui n'a pas rapporté. Donc il marchait, c'est-à-dire qu'il avait attribué ça à la maladie. Donc, mais nous, ce qui nous a vraiment... c'était le jour où on avait posé le diagnostic, c'est que le malade, du jour au lendemain, il est devenu hypotonique, il avait une atteinte musculaire avec abolition de musculaire, des réflexes périphériques, avec des faiblesses musculaires importantes qui touchaient les extrémités. Mais c'est comme c'est une atteinte qui risque de toucher les muscles respiratoires par la suite. C'est pour ça qu'on a réagi rapidement et on avait transféré le malade dans une unité de soins intensifs neurologiques. Mais la deuxième question, oui? La deuxième question, je voudrais savoir, est-ce qu'une sérologie rétrovirale a été faite chez ce patient? Non, en fait, c'était en urgence, on avait envoyé le malade, on n'avait pas au début, on n'était pas orienté vers une atteinte à mycoplasme. Au début, on était orienté plutôt vers une atteinte respiratoire en rapport avec virale plutôt. Donc, c'est pour ça qu'on n'avait pas évoqué une atteinte à mycoplasme. Autrement, on aurait demandé. Mais pour nous, c'était une virose qui s'associait. Mais sauf que le tableau ne collait pas. Il avait une hyperleucocytose, il avait une atteinte alvéolaire bilatérale, alors que dans l'atteinte virale, c'est plutôt des images plus interstitielles que parenchymateuses. Et donc, on était dans l'urgence. Enfin, on avait décidé rapidement d'envoyer le malade. Donc, si on l'avait retenu, on aurait probablement demandé l'examen, mais ce ne serait pas bien pour le patient parce qu'il risquait d'être... il fallait le prendre en charge rapidement. D'ailleurs, au moment où il a été admis au service de neurologie, il a été immédiatement intubé, alors qu'il n'avait pas vraiment atteinte respiratoire, parce que pour eux, c'était évident que c'était un Guillain-Barré. L'électromyogramme a montré qu'il y avait une atteinte, neurogène, donc pour eux, il ne fallait pas attendre le moment où il fasse une arrêt respiratoire pour l'intuber. Donc il a été intubé immédiatement. Ok, d'abord, on va être obligé d'arrêter là. Écoutez, merci beaucoup, c'était 2 très belles observations. Merci. C'était super. Philippe nous a gâtés encore une fois. Prochaine réunion, c'est prévu le mardi 31 mai. Yves Tremblay, depuis Québec, qui nous fera un exposé de recherche cette fois sur les stéroïdes et maladies respiratoires néonatales. Autrement dit, un sujet sur lequel on a tout à apprendre, n'est-ce pas, Yves? Voilà.